Aujourd'hui à l'émission, on vous parle de cette problématique incroyable sur le territoire de Saint-Jean-sur-Richelieu, le taux d'inoccupation, très peu de logements alloués en ce moment, baisse des mises en chantier, il y a un flux migratoire, mais la grosse problématique, c'est la pénurie de logements abordables ou sociaux. On en parle avec le Frappru dans quelques instants, mais d'abord, portrait avec un économiste de la SCHL. Dans son édition du 8 février dernier, le Canada français a publié une série d'articles fort intéressants sur le taux d'inoccupation qui est extrêmement préoccupant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous allez me dire que c'est comme ça au Canada, c'est comme ça au Québec. Mais on a l'impression que dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est même pire que dans d'autres régions. Taux d'inoccupation d'à peine 0,4 ce qui correspond à toutes fins utiles à peu près à 56 logements de disponibles sur environ 13 000. Vous allez me dire, en plus, on parle beaucoup de pénurie de main-d'œuvre, d'arrivée d'immigration. Mais bref, à quel endroit va-t-on loger les gens et est-ce qu'on est capable de les loger aussi de manière abordable? Ça, c'est l'autre question. Bref, faisons un peu le tour de la question avec l'économiste de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, Francis Cortellino. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Est-ce que ce sont des chiffres qui vous surprennent? Je ne dis pas pour le Canada ou pour le Québec, mais dans une région comme la nôtre, quand vous regardez de façon un peu plus micro, est-ce que ça vous surprend? En fait, qu'est-ce qui s'est passé durant la pandémie? Il y a eu des mouvements records de population entre les régions du Québec. Donc, on parle souvent de la migration internationale qui arrive là, au Québec, au pays, mais il y a eu beaucoup de mouvements entre les régions du Québec. Et la banlieue de Montréal, dont fait partie Saint-Jean-sur-Richelieu, a accueilli plusieurs personnes de l'île de Montréal qui sont venues chercher des options souvent plus abordables en banlieue. Et Saint-Jean-sur-Richelieu, par exemple, ne fait pas exception. Et normalement, la région de Saint-Jean-sur-Richelieu recevait au net des autres régions du Québec avant la pandémie peut-être un 400-450 personnes par année, donc un gain avec les autres régions. Pendant la pandémie, c'est monté peut-être jusqu'à 800-900 personnes. Donc, il y en a qui sont venus acheter des logements, toujours, mais il y en a aussi qui sont venus louer des logements. Et donc, cette demande-là qui a fortement augmenté en pandémie est venue mettre de la pression sur le marché. Et oui, l'offre de logements locatifs a un peu augmenté, il y a eu de la construction, mais avec les taux d'occupation qu'on a présentement, on voit que l'augmentation de l'offre n'a pas été suffisante pour enlever cette pression-là sur le marché. Donc, au final, il y a aussi eu moins de mises en chantier que la moyenne métropolitaine ou québécoise? Bien, il y a eu quand même quelques mises en chantier. Par contre, lorsqu'on regarde certaines données de mise en chantier, par exemple au Québec et dans la région de Montréal, des fois, c'est très concentré dans certains secteurs. Et encore une fois, qu'un taux d'occupation de 0,4 je vous dirais, peu importe le nombre de mises en chantier que l'on a eu, c'est suffisamment pas assez pour combler la demande, parce que sinon, il y aurait un peu plus de logements qui sont disponibles. Je réfère à l'article de Mégane Champagne dans le Canada français où on disait que le taux d'inoccupation des appartements de 2 chambres, ce qu'on appelle traditionnellement les 4,5, c'est 0,1 et celui des appartements à 3 chambres, on parle de 0,3 et je poursuis parce que je trouve que les comparables sont quand même intéressants. Si on dit que chez nous, à Saint-Jean, c'est 0,4, ce qui ressemble également avec Trois-Rivières, Green Bay 0,5, Sherbrooke 1,3, l'île de Montréal 1,6 et Saint-Hyacinthe 1,9. Donc, on sent évidemment qu'il y a une pression, mais qu'ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, comme je le disais en introduction, ça semble être plus difficile qu'ailleurs. Oui, donc même en 2022, les taux d'occupation étaient très faibles à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a certains secteurs qui ont bénéficié d'un plus d'offres, par exemple, certains secteurs où la migration a peut-être été moins importante, ce qui a permis de mettre un peu moins de pression sur les marchés. Mais encore une fois, avec des taux d'occupation qui frôlent les 0 depuis maintenant au moins 2 ans dans la région, il va falloir trouver des moyens d'augmenter, de stimuler la construction de logements pour donner un peu d'allègement aux locataires dans la région. Bon, il y a souvent le terme qui revient sur les besoins de logement. Il y a le cas, évidemment, de ce qu'on appelait traditionnellement les HLM. Ça, c'est un cas, mais il y a aussi des logements juste abordables. Encore une fois, quand on regardait dans l'article, on disait que le loyer moyen à Saint-Jean était passé de 877 à 890 entre 2022 et 2023. Donc, est-ce que c'est dans le prix moyen ou même à la limite inférieure à la moyenne? Oui, encore une fois, lorsqu'on publie nos données de loyer moyen, toujours faire attention, c'est une moyenne. Donc, ça prend en compte plusieurs facteurs, la localisation, l'année de construction de l'immeuble, la taille de l'immeuble. On a remarqué dans certaines données qu'on publie maintenant depuis 2 ans, par exemple, lorsqu'un logement va se libérer
et que le propriétaire peut-être va faire des rénovations ou juste regarder les comparables du marché, on voit souvent qu'un ajustement de loyer qui est beaucoup plus prononcé que si le locataire était demeuré dans son appartement. Donc, à la fois, lorsqu'on parle de moyenne peut-être de 800 ou 900 c'est plusieurs caractéristiques différentes qui peuvent influencer cette moyenne-là. Mais sommairement, un peu partout sur le territoire, on parle d'augmentation de 8 à 9 des loyers l'an passé, qui est un record historique là, pour probablement Saint-Jean-sur-Richelieu et plusieurs autres régions là, de la province. Autre chiffre également qui vient un peu mettre des images dans cette situation, c'est le cas des déménagements, où on dit qu'en gros, les gens de Saint-Jean ont déménagé à peu près à raison de 6,1 l'année passée, en 2022, alors que la moyenne du Grand Montréal était de 9,6. Donc, on sent aussi que les gens, l'impression qu'une fois que tu as un appart, même s'il te coûte peut-être plus cher que tes moyens, tu te dis, je suis aussi bien de le garder parce qu'au final, je ne trouverai peut-être pas l'équivalent ailleurs dans ma propre ville. Oui, exactement. Ça, c'est, je dirais, un autre symptôme peut-être désagréable du manque de logement sur le marché, outre les hausses de loyer qui sont très importantes. Les gens sont moins enclins à déménager et des fois, les gens doivent déménager pour des raisons professionnelles, pour des raisons personnelles. Et on se rend compte, comme vous le disiez, si on déménage, est-ce qu'on va trouver quelque chose, premièrement, parce qu'il y a peu de logements disponibles? Et si on déménage, on va devoir affronter des loyers probablement plus chers lors de l'emménagement dans le nouvel appartement. Donc, les gens sont moins enclins à déménager et restent plus longtemps dans leur appartement. Bon, donc la clé pour s'en sortir, ultimement, c'est d'augmenter les mises en chantier, d'avoir des mises en chantier principalement au niveau des logements abordables. Est-ce que c'est ça la clé de l'affaire pour résoudre ça et revenir dans des ratios, disons, plus acceptables? Oui, ça, on suppose que la demande reste encore quand même assez forte. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent laisser entendre que la demande va rester forte. Un d'entre eux, c'est les jeunes ont beaucoup plus de difficultés d'accéder à la propriété. On parle des loyers qui sont très élevés, mais les maisons, les condos sont aussi très chers à acheter. Donc, les jeunes restent locataires plus longtemps maintenant que les jeunes il y a 5 ans ou 10 ans. Donc, ils ne libèrent plus leur logement locatif. Donc, la demande reste forte. Dans un contexte où la demande reste forte, il faut ajouter de l'offre sur le marché pour enlever de la pression. Il faut aussi être conscient que du côté de l'offre, ça prend une offre diversifiée. Il y a des ménages qui ne seront jamais capables de se payer un logement au prix du marché. Donc, il faut avoir des options pour les ménages avec de faibles revenus, mais aussi en construisant des logements au prix du marché. Il y a certains ménages avec des revenus moyens élevés qui peuvent emménager dans ces logements un peu plus chers, libérant leur logement peut-être un peu moins cher que quelqu'un d'autre va prendre. Il va y avoir un effet de chaîne qui va libérer des logements tout au long de, disons, de la chaîne des logements et il va y avoir un peu plus d'abordabilité à moyen et long terme. Donc, construire des logements en bout de ligne, c'est mieux que de ne pas construire. Toujours en gardant en tête, ça prend des options aussi pour les ménages qui ont de faibles revenus. Bon, mais l'autre chose aussi, c'est que ça prend des terrains ou, je dis bien, et ou des zones que la Ville pourrait identifier dans son plan d'urbanisme pour dire, écoutez, tel ou tel secteur, on veut le revitaliser, on veut l'embourgeoiser, on veut permettre la fameuse densification. Donc, parce que c'est ça aussi, si on veut des mises en chantier, ça prend des terrains, mais si on n'a pas de terrain, il faut que la Ville identifie des zones de revitalisation. Oui, en effet. Donc, les défis sont immenses. Comme vous le disiez, ça prend des terrains. Des fois, ça peut être seulement de prendre des zones à redévelopper, comme vous disiez, des anciens commerces, des anciennes industries où on peut redévelopper sur ces terrains-là. Des fois, c'est aussi la réglementation. On a du zonage qui est seulement, par exemple, de l'unifamilial. Peut-être on peut le permettre de la moyenne ou basse densité, des immeubles de 2, 3 étages, mettre 6 logements au lieu d'un. Donc, il y a plusieurs, disons, défis, plusieurs solutions. Encore une fois, il n'y aura pas une solution magique qui va tout régler, mais ça va prendre plusieurs petites solutions pour arriver à finalement augmenter la cadence des mises en chantier. Bon, vous m'avez accroché sur un détail, celui de l'accession à la propriété. Moi, j'ai 53 ans, mes enfants sont partis de la maison, mais puis heureusement, mes enfants sont tous propriétaires et j'en suis extrêmement content et fier parce qu'ils ont fait, comme on dit, ils ont posé les bons gestes au bon moment. Mais des fois, je regarde ça aujourd'hui, je me dis, on est en 2024. Est-ce que l'accession à la propriété pour un jeune couple début, je ne sais pas, 25 ans et plus, est-ce que c'est plus difficile en 2024 que ça l'était en 2010 ou en 2000 ou en 1995? Est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'accéder à la propriété? Mais si on regarde les données du recensement, peut-être les meilleures données à ce sujet-là, on regarde la proportion de jeunes de moins de 35 ans qui étaient locataires à travers différentes périodes dans les années de recensement. Et de 2001 à 2011, dans le Grand Montréal, les jeunes de moins de 35 ans étaient de moins en moins locataires. Donc, les jeunes devenaient propriétaires de plus rapidement. Mais à partir de 2011, la tendance a frappé un mur. Et depuis 2011, on voit que les jeunes sont de plus en plus locataires et de moins en moins propriétaires. En d'autres mots, les jeunes d'aujourd'hui sont plus locataires que les jeunes du même âge il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et le délai du recensement arrête en 2021. On peut penser que les hausses de taux hypothécaires qu'on a eues en 2022 et 2023
les taux de locataires chez les jeunes doivent être encore plus élevés en ce moment qu'en 2021. Donc, c'est un très grand défi pour eux. Et encore une fois, ça va le rester, j'imagine, à moyen terme, étant donné que la hausse des prix qu'on a eu pendant la pandémie. Bon, je ne sais pas si vous faites partie de ceux-là, mais bon, j'écoutais quelques économistes qui disaient on a l'impression qu'on a atteint un peu le plateau, le maximum, avec le taux directeur aux alentours de 5 qu'à partir d'avril, on pourrait redescendre peut-être à 4,75, 4,50. Puis, est-ce que vous faites partie de ceux qui pensaient qu'à partir du printemps, on pourrait repartir un peu de l'autre côté? Mais il est certain que plus on va avancer en 2024, plus que les baisses de taux deviennent plus probables. Et à ce sujet-là, par exemple, il y a un organisme qui recense toutes les prévisions faites par les grandes organisations au pays. Et si on regarde leurs prévisions, la réponse qui revient le plus fréquemment en termes de première baisse de taux, c'est juin 2024. Une baisse de 0,25 points de pourcentage. On terminerait l'année 2024 à 4 avec le taux directeur et la fin 2025 à 3. Et donc, si cette baisse de taux se concrétise au cours des prochains mois, prochains trimestres, ça pourrait aider à augmenter la cadence de mise en chantier. Des projets qui ne sont pas rentables pourraient le redevenir. Et en même temps, ça permet un peu plus à des jeunes ménages d'avoir des taux hypothécaires plus faibles et peut-être des paiements hypothécaires un peu plus allégés pour acheter cette première propriété. Parce qu'on a déjà vu à d'autres moments dans l'histoire, surtout où on avait de fortes récessions, bon, il y avait les taux d'intérêt, mais pas juste ça. Évidemment, il y avait des pertes d'emploi et très souvent, on se promenait dans un quartier puis on voyait les affiches des agents d'immeubles indiquer reprise de finances. Or, je regarde, moi, un peu partout, en tout cas ici à Saint-Jean, il doit en avoir, mais le phénomène de reprise de finances ne semble pas être si prépondérant que ça à ce moment-ci. Non, les données semblent indiquer qu'en ce moment, comme vous le disiez, les reprises sont très faibles. Donc, les gens, souvent, vont tout faire pour être en mesure de faire le paiement hypothécaire. Et au niveau canadien, on a publié une étude il y a quelques semaines où on indique, grosso modo, que les paiements, les reprises sont encore très faibles, les retards de paiement hypothécaire sont très faibles, mais on commence à voir dans certaines régions des retards sur les autres produits de crédit, les prêts auto, les cartes de crédit. Et encore une fois, les gens semblent vouloir payer la maison, mais avoir plus de difficultés avec certains autres types de crédits. Et donc, ça sera surveillé au cours des prochains mois. Bon, je reviens à l'accession à la propriété. Quelqu'un qui veut s'acheter une première maison aujourd'hui, quel est le minimum qui est demandé par les banques, puis en quoi une garantie SCHL vient peut-être aider à conclure une transaction ou peut-être un fameux RAP produit qui a déjà existé avec le fédéral aussi? Là? Oui, donc plusieurs options qui sont disponibles sur le marché. Donc, l'option de mise de paiement, son standard minimum à travers une assurance préhypothécaire, que ce soit la SCHL ou d'autres organisations, c'est 5 encore une fois, par contre, avec le niveau des prix qu'on a actuellement, on voit que les jeunes ont beaucoup de la difficulté à avoir cette première mise de fonds. Le niveau des prix, donne une petite idée, pendant la pandémie, les 2 premières années de pandémie, les prix dans la région de Montréal ont augmenté de 45 en 2 ans. Et avant la pandémie, ça avait pris 9 ans pour avoir une augmentation de 45 du prix dans le Grand Montréal. Donc, on a connu la même hausse en 2 ans seulement. Donc, les prix sont très élevés. Les taux hypothécaires en ce moment sont très élevés, ce qui fait en sorte que d'avoir cette mise de fonds, même si elle est de 5 ou 10 c'est très difficile pour les premiers acheteurs. C'est clair. Si on s'achète une maison moyenne à 400 000 à peu près à Saint-Jean, là, donc 5 de 400 000, c'est déjà un pas pire montant. Je sais qu'il y a des parents qui aident leurs enfants aujourd'hui, mais bon, ça donne un peu le contexte. En terminant, un dernier point, les logements sociaux ou abordables. J'ai vu, exemple, comme la Ville ici à Saint-Jean, via son OMH, a déposé 2 projets depuis 2 ans qui malheureusement ont été refusés. Il n'y en a qu'un seul qui a été accepté au gouvernement, qui est celui là, dans 200 quelques logements du côté de Longueuil. Est-ce que ça aussi, c'est un peu, disons, problématique actuellement où malheureusement, les projets de logements abordables ou de logements sociaux sont à toutes fins utiles très, très peu nombreux, disons? Oui, encore une fois, je crois qu'on parlait d'augmenter l'offre sur le marché. Il va falloir trouver des solutions pour augmenter l'offre tant du niveau du marché, mais aussi voir quelles seraient les solutions aussi pour les ménages à plus faible revenu. Ça peut être des logements abordables, logements sociaux, des aides directement à la personne. Encore une fois, le problème contient plein de facettes et il faut trouver des solutions pour aider ces ménages-là. Francis Cortellino, économiste à la SCHL. Un gros merci, c'est fort instructif. Merci beaucoup. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci.
Poursuivons sur la thématique du taux d'inoccupation qui est, ma foi, anémique dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, 0,4 ce qui totalise à peu près 56 logements de disponibles sur 13 000 dans la région de Saint-Jean, selon le dernier dénombrement de la SCHL. Bon, évidemment, on le sait, les mises en chantier sont au cœur de l'affaire et le flux migratoire de l'autre, mais aussi la grosse problématique, c'est les logements sociaux et ou abordables. Et je voulais qu'on aborde cette question-là un petit peu plus en détail avec notre invitée Véronique Laflamme. Elle est la porte-parole du FRAPRU, qui est le Front d'action populaire en réaménagement urbain. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bon, évidemment, on parle de la région ici de Saint-Jean, mais c'est une problématique en Montérégie, à Montréal et à la grandeur du Québec. Quel est le portrait global de la problématique des taux d'inoccupation et de la pénurie de logements sociaux et abordables au Québec actuellement? Actuellement, on a une pénurie généralisée de logements locatifs partout au Québec. Saint-Jean-sur-Richelieu n'y échappe pas à 0,4. Ça diminue. C'était 0,8 l'an passé. En Montérégie, dans l'ensemble des municipalités, on a un taux d'inoccupation également qui est sous le seuil dit d'équilibre du marché de 3 et cette rareté de logements locatifs-là vient accentuer certains problèmes. Lorsqu'il manque de logements, on a des phénomènes comme la discrimination qui s'accentue et surtout, on a également une hausse des loyers qui se fait en accéléré. Donc, la conséquence de ça, c'est qu'actuellement, les ménages locataires qui se retrouvent en recherche de logement suite à une séparation, par exemple, ou encore parce qu'ils veulent emménager dans la région, se retrouvent avec très, très peu de logements locatifs disponibles. Et ceux qui sont disponibles là, se louent assez cher. On peut faire une petite recherche rapide sur Kijiji ou d'autres plateformes web et on constate là, que c'est autour des 1 300 $, 1 400 $ actuellement, par exemple, pour un 2 chambres à coucher. Donc, ces logements-là ne sont pas accessibles à toutes les bourses de locataires. On n'a qu'à penser à ces personnes qui travaillent, par exemple, dans les services ou dans les épiceries, dont les revenus ne permettent pas de se louer un tel logement, surtout pas quand on a une famille en plus à charge. Donc, c'est un enjeu très grave et il ne faut pas, comme on vient de le dire, résumer cette pénurie, cette crise du logement à la pénurie de logements locatifs parce qu'il y a une question d'abordabilité. Ouais. Et là, elle touche directement la disponibilité de ces logements sociaux là, qui sont insuffisants dans la région. Bon, parce qu'évidemment, je n'ai pas vérifié les 56 logements en question qui, semble-t-il, sont disponibles dans la région. C'est soit les moins beaux ou les plus chers. Mais visiblement, ça reste quand même une problématique. Même les gens qui sont des propriétaires, avec la hausse des taux d'intérêt, ont vu parfois leur hypothèque passer de 1 200 à 2 000 par mois pour un petit condo 3,5. Là. Donc, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de reprises de finances, mais bref, ça met les gens dans une position assez précaire. Puis nous, ici, bien évidemment, on le vit, l'itinérance est passée de 30 à 50 à une centaine de personnes, dont ultimement 30 à 40 véritables itinérants, là, aucun logement, d'autres qui réussissent quand même à se loger. Même, on me disait encore, il n'y a pas plus tard qu'aujourd'hui, il y en a même à Saint-Jean qui vivent dans leur auto. Ce phénomène-là doit exister, pas juste à Saint-Jean, là. On en entend parler à Montérégie depuis quelques années, dans le Grand Montréal également. Des gens, effectivement, qui se retrouvent à vivre dans leur voiture parce que, ils sont victimes d'une éviction et ne réussissent pas à se reloger à un prix qui respecte leur capacité de payer et qu'il n'y a pas d'alternative. Et il est là le drame. C'est qu'aujourd'hui, avec la spéculation immobilière qui augmente, elle aussi, la rareté de logements locatifs, l'inabordabilité grandissante, les gens qui se retrouvent à devoir trouver un nouveau logement et qui n'en trouvent pas, n'ont pas de filet social puisqu'on n'a pas assez de logements sociaux pour les accueillir et se retrouvent en itinérance cachée ou visible. Et effectivement, c'est de plus en plus présent et on le voit également en Montérégie et autour de Saint-Jean-sur-Richelieu. Et je vous dirais que ce n'est pas si surprenant que ça puisque déjà lors du recensement de 2021, à Montérégie, on pouvait constater qu'il y avait un très grand nombre de ménages locataires qui consacraient déjà plus de la norme de 30 % de leurs revenus pour se loger. Ils étaient finalement le quart des ménages locataires et parmi ceux-là, déjà 16 000 ménages locataires consacraient 50 % de leurs revenus pour se loger avant les hausses des dernières années. Alors, vous voyez, on a des locataires dont le revenu, finalement, n'est pas suffisant pour payer le prix des logements disponibles et qui font face aussi à la hausse du coût de la vie en général et qui, de plus en plus, finalement, se retrouvent coincés, incapables, finalement, de joindre les deux bouts. Bon, moi, la grande question que je me pose là, par rapport aux logements abordables ou logements sociaux, je regarde ici à Saint-Jean depuis 2 ans,
On a déposé 2 projets. Un qui a été refusé parce que semble-t-il que les papiers n'étaient pas remplis adéquatement. Et puis là, tout récemment, on s'est vu refuser un projet parce qu'ultimement, de ce que j'ai compris, il n'y en a qu'un seul en Montérégie qui a été autorisé, et c'est du côté de Longueuil. Et là, je me dis, je comprends qu'il n'y a pas beaucoup de terrain, mais pour le peu, là, on a 2 projets, puis 2 projets qui, malheureusement, sont refusés. Qu'est-ce que ça prend pour obtenir un projet, pour aller chercher l'aval des gouvernements? Bien, la question est excellente et on se la pose nous aussi. L'enjeu, il est là, c'est que les besoins sont grands partout au Québec, partout en Montérégie, et que jamais on a eu un programme aussi déconnecté finalement de ces besoins-là pour assurer le financement des projets de logements sociaux. Le gouvernement de François Legault a décidé en 2021 d'annoncer un nouveau programme dit d'habitation abordable. La nouvelle ministre, Mme Duranceau, a décidé en 2023 que ce programme-là allait carrément remplacer le programme qui existait auparavant, Accès Logis, qui déjà lui-même avait manqué beaucoup d'amour, on va se le dire, là. Et là, on se retrouve en 2024 avec une crise très profonde et aucun programme gouvernemental adapté à la réalité, finalement, du logement social et communautaire qui répond aux besoins de ces ménages à faible et à modeste revenu qui, aujourd'hui, sont abandonnés par le marché privé. Alors, l'enjeu, il est là. C'est qu'il y a un programme, mais ce programme-là fonctionne par appel de projet et tous les projets déposés ne sont pas retenus. On s'explique mal pourquoi, il faut le dire. Là, on est dans un contexte où les besoins sont tellement grands que tous les projets, finalement, devraient être acceptés, là, surtout quand ils répondent à des besoins urgents. Mais le problème, il est un peu là, c'est qu'on n'a pas un financement gouvernemental prévisible avec des objectifs suffisants de développement du logement social hors marché privé sous différentes formes. Là, on parle bien de coopératives, de projets d'office d'habitation, d'organismes sans but lucratif d'habitation. Bon, en fait, moi, ce qui m'étonne beaucoup, je regarde le débat public là, dans les 35 dernières années. J'ai l'impression que dans les 20 dernières années, les enjeux liés au logement abordable ou sociaux étaient quasi inexistants dans les débats publics fédéral, provincial. Là, au niveau, c'est bizarre, c'est comme si c'était au niveau municipal que ça revient. Je regarde, ici, notre nouvelle mairesse, André Bouchard, une dame qui a le cœur sur la main, puis sa conseillère, Marianne Lambert, qui préside l'OMH aussi. C'est des gens qui sont très sensibles aux logements sociaux, mais même malgré tout leur bon vouloir, n'arrivent pas à faire cheminer leur projet. Puis je regarde les propos tout récents de la mairesse démissionnaire de Gatineau, France Bellil, qui a abordé la question des logements, qui, elle aussi, dit, on a l'impression, nous, comme municipalité, qu'on est un peu les mains attachées, puis qu'on dit au gouvernement qu'il y a un problème avec les logements, mais il n'y a rien qui bouge. Là. C'est exactement ça. Et le gouvernement du Québec, en réponse finalement aux critiques sur son inaction à faire face à cette crise du logement, a balayé ça plus souvent qu'autrement dans la cour des municipalités. Alors que c'est la responsabilité première du gouvernement du Québec, qui d'ailleurs a revendiqué ses compétences, à raison face au gouvernement fédéral en matière de logement social. Mais depuis l'arrivée du gouvernement Legault, les solutions pour améliorer les programmes en place étaient déjà identifiées. On était en attente. Il y avait déjà un backlog, en bon français, il y avait déjà un retard de 15 000 logements sociaux déjà budgétés qui n'étaient pas livrés à l'arrivée en poste de M. Legault, qui avait promis de les construire dans son premier mandat. Ça n'a pas été fait entièrement. On a ce problème qui persiste parce que les fonds n'ont pas été mis au moment où il fallait les mettre et on sait qu'en quelques années, les prix ont augmenté. Et là, on se retrouve avec cette pénurie, cette augmentation des prix, ces évictions qui se multiplient, des besoins qui sont immenses et les municipalités qui décident de mettre l'épaule à la roue, finalement, font face à ce manque de volonté politique de la part du gouvernement québécois. Alors, il faut absolument avoir un programme gouvernemental qui fonctionne pour que les villes, finalement, puissent exercer les pouvoirs qu'on leur confie. On a beau leur dire, vous allez avoir le droit de préemption. S'il n'y a pas un programme gouvernemental qui marche, la ville peut bien utiliser son pouvoir pour réserver des terrains. Ça ne permettra pas de faire lever de terre ces projets de logements sociaux. Est-ce que le fédéral a encore un rôle à jouer dans cet enjeu-là? Assurément. Le fédéral a un rôle à jouer. Il a un rôle à jouer dans la crise actuelle. Le retrait du gouvernement fédéral du financement du logement social a privé le Québec
d'environ 80 000 logements sociaux. Si on avait continué à financer comme on le faisait dans les meilleures années, on aurait aujourd'hui cet actif-là, finalement, ce patrimoine collectif qui serait de 80 000 logements sociaux supplémentaires. Donc, le Québec a pris le relais. Il revendique ses compétences à raison, mais le fédéral, lui, a une stratégie nationale sur le logement qu'il a adoptée. Il finance une multitude d'initiatives, mais l'argent est dilapidé dans plusieurs initiatives que même le directeur parlementaire du budget à Ottawa, la vérificatrice générale, la défenseure fédérale du logement et plusieurs autres ont identifié le problème, c'est-à-dire que les fonds fédéraux dédiés supposément au logement ne vont pas pour répondre aux besoins les plus urgents. Donc, si on réaffectait ces sommes-là vers le logement social, ce serait des milliers de logements de plus que le fédéral pourrait contribuer à financer. Vous attendez-vous à ce que le fédéral et le provincial bougent prochainement à l'occasion du dépôt de leur budget respectif? Bien, on l'espère. C'est une occasion à ne pas manquer. Ça fait des années qu'on identifie des pistes de solutions concrètes et on a l'impression qu'on veut aujourd'hui donner l'impression qu'on peut faire des miracles avec moins d'argent. Si on veut des mesures structurantes, ça prend des fonds gouvernementaux et il faut et donc les prochains budgets sont effectivement cruciaux. Le fédéral commence, on dirait, là, à réaligner un peu ses interventions, mais malheureusement, les fonds fédéraux ne se suffisent généralement pas à eux-mêmes pour financer l'entièreté de projets. Donc, il faut des ententes avec Québec et tout ça prend beaucoup de temps, alors que c'était hier dont on avait besoin de ces logements. Des fois, j'ai l'impression que c'est l'histoire du chien qui se mord la queue, c'est-à-dire que les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, il y a une pénurie. On dit, on fait rentrer des immigrants, OK, mais on va les loger où? On n'a pas de logement. Puis en plus, on n'a pas de place en garderie comme telle. Heureusement, il y a encore de la place dans les écoles. Mais c'est comme si on a l'impression qu'on ne s'en sort pas, là. On s'en sort pas, là. Bien, il y a un enjeu, et il y a un enjeu qui est lié dans certaines régions à l'emploi, il faut se le dire. Donc, c'est pas simple, mais une chose est certaine, il faut s'attaquer à la source du problème, là. Et actuellement, on a des besoins qui sont déjà connus. Dans la région, on connaît les revenus des ménages locataires qui ont des besoins criants, et ces gens-là ont besoin qu'on les aide. Ça n'a pas d'allure qu'au Québec, en 2024, il y ait des gens qui attendent pendant des années pour avoir accès à un logement décent, ça c'est clair. Véronique Laflamme du Frappru, merci beaucoup. Merci de l'invitation. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Petit rappel intéressant pour la gestion des ordures, du recyclage et du compostage. Compost Richelieu a mis à jour un nouveau site Internet, mais surtout aussi une nouvelle application mobile sur Google ou Apple pour avoir des notifications pour vous rappeler bien sûr le moment des collectes pour les ordures, le recyclage et le compostage. Pour le site web, c'est compost.qc.ca. À demain. Bye bye.